Bonjour et bienvenue sur le plateau de TV Sud, ici en direct de la Foire Exposition de Montpellier pour cette émission qui va être consacrée au déplacement de la Neuf. Nous sommes d'ailleurs juste à côté du stand de Vinci Autoroute, le point d'information qu'on retrouve à la Foire Exposition ici. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur les travaux en cours pour cette dernière partie de l'année 2015. Nous ferons également un point sur l'emploi et sur l'embauche, puisque ça y est, le cap des 1000 emplois a été franchi cet été. On verra même qu'on l'a largement dépassé. Alors le chantier de déplacement de l'autoroute A9 a commencé maintenant depuis 2013. C'est un chantier d'une grande envergure, vous le savez, qui a pour but de parer à ces 100 000 véhicules jour qui circulent sur cette portion d'autoroute, 25 km exactement, qui font l'objet donc de travaux de façon à obtenir plus de fluidité mais aussi de sécurité à terme. Nous allons revenir sur là où nous en sommes aujourd'hui de ce chantier titanesque, et pour ça j'ai avec moi deux personnes pour en parler. Tout d'abord Salvador Núñez, bonjour, vous êtes Bonjour. Directeur pour Vinci Autoroute des opérations du déplacement de la Neuf. Et puis Vincent Gaudon, bonjour à vous, Directeur Bonjour. de projet pour du projet pour la société Eiffage. Tout à fait. Merci d'être là. Alors pour commencer déjà, Salvador Núñez, peut-être où en sommes-nous aujourd'hui donc des travaux? Qu'est-ce qui s'est passé depuis toute cette période estivale et ce début d'automne? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué à poursuivre les terrassements qui sont bien avancés, c'est-à-dire en fait tout ce qui est mouvement de terre, tout ce qui produit de la poussière et des nuisances, et qu'on espère bientôt terminer, et qu'on a aussi beaucoup avancé sur ce qui est complémentaire, à savoir la construction des ouvrages d'art. Alors Vincent Gaudon, qu'est-ce qu'il se passe pour vous actuellement au niveau des Eiffage? Vous travaillez sur quelle partie du chantier? Alors nous travaillons actuellement sur la partie qui se situe à l'ouest du fleuve le Lez, jusqu'à la commune de Fabrègues, et ce qui inclut la barrière de péage de Saint-Jean-de-Védas. On a un avancement physique des travaux de l'ordre de 40% à ce jour, et je dirais que la fin de l'année 2015, c'est la fin des grands terrassements. Donc on va pouvoir enfin voir se dérouler de l'enrobé sur la section courante à partir de mars 2016, ce qui est une grande satisfaction pour nous et pour notre client bien sûr. Alors Salvador Núñez, il y a une partie très importante sur ce chantier, une partie en plus qu'on voit énormément, c'est la réalisation du viaduc Les Girondes. Où on en est de cette partie-là des travaux? Le viaduc Les Girondes est comment dire, un des éléments symboliques ou les plus marquants de notre projet. Alors il se voit parce qu'il est dans le futur centre-ville de Montpellier, presque en ville. Alors il est bien avancé et on espère le terminer à l'heure, à savoir vers la mi-2016. Une grosse opération est à venir, notamment au niveau de l'avenue Georges Frêche, où on va poser avec l'une des plus grosses grues d'Europe, début novembre, le morceau manquant au-dessus de cette avenue. Voilà, donc ça c'est début novembre, là, dans quelques jours, que cette grosse opération va avoir lieu. Vincent Gaudon, sur un chantier comme ça, c'est un chantier d'envergure, quelles sont les principales difficultés pour une entreprise comme la vôtre? Alors, pas de difficulté particulière, je dirais, puisque c'est un chantier assez classique d'élargissement d'autoroute. La plus grosse difficulté pour nous, c'est de ne pas pénaliser l'exploitant et l'usager de la route lors de réalisation des travaux, je dirais, en phase d'élargissement, où les véhicules côtoient les véhicules de chantier, et ce qui présente, je dirais, des activités à, entre guillemets, haut risque. Donc c'est notre plus grosse difficulté aujourd'hui, et au-delà d'une difficulté, c'est vraiment une contingence à laquelle on est habitué dans les travaux d'élargissement. Voilà. Salvador Núñez, c'est vrai que ce chantier se réalise intégralement avec une autoroute en fonctionnement. C'est un gros challenge. Ben, complètement. On a l'autoroute A9 qui est un grand axe européen et fort connu qui plus est ici. On a tout conçu et on est en train de réaliser. D'ailleurs, cet été nous a démontré qu'on avait bien prévu les choses. On a réussi effectivement à mener ce chantier, à passer l'été, c'est-à-dire les gros
les gros moments, on va dire, intenses de trafic, sans avoir plus de congestion que ce que nous avions eu les années précédentes. Donc ça veut dire qu'on arrive à tenir ces objectifs, mais bon, c'est un travail au quotidien quand même. Alors justement, un point sur une partie importante, l'échangeur de Vendargues. Qu'est-ce qui se passe, où on en est, comment ça se déroule? L'échangeur de Vendargues est le gros échangeur qu'on reconfigure pour faire en sorte de lui donner ce qui lui manquait jusqu'à présent. C'est un point qui est saturé tous les matins et parfois le soir, qui injecte sur l'autoroute A9 en direction de Montpellier à peu près 30% du trafic qui existe. On devrait le finir vers la fin janvier 2016, avec notamment un point culminant qui sera la démolition du pont qui franchit aujourd'hui l'autoroute tout début janvier. Mais on avait dit fin d'année 2015, on peut penser que tout début janvier 2016, cet échangeur sera reconfiguré et que les choses se seront quand même améliorées. D'accord. Vincent Godon, vous intervenez sur la barrière de péage Montpellier 2, là aussi. C'est une grosse partie pour les Montpelliérains et ceux qui utilisent l'autoroute A9. Quelles sont les différentes étapes? Alors, cette barrière de péage a une caractéristique, c'est qu'elle est construite à la place où elle existe. Donc ça veut dire qu'il faut maintenir le trafic en permanence et on travaille par îlots successifs. C'est ce qui aujourd'hui nous amène, via des délais partiels, à achever les travaux en juin 2017. Oui, c'est-à-dire vraiment sur la fin des travaux de ce gros chantier. Tout à fait. Alors Vincent Godon, on parle, on va dire naturellement de cette gare de péage de Montpellier 2, mais pour nous c'est probablement l'endroit le plus compliqué de notre chantier. Parce qu'il y a un nombre de phases très important, je ne sais plus 17 ou 18 phases, et de toute façon il faut mener ces travaux, pour en revenir à votre question précédente, de façon à faire en sorte qu'à aucun moment ça ne perturbe plus qu'à l'habitude, si j'ose dire, la circulation. Et c'est quand même une performance qui est en cours de réalisation. Donc, jusqu'à mi-2017, vous avez dit janvier 2017, c'est ça? Juin 2017, on appuie sur le bouton et tous les travaux qui sont sur la section courante elle-même seront achevés et l'exploitant pourra faire circuler son trafic normalement et voilà, tout rentrera dans l'ordre. Bon, eh bien justement, pour ne rien rater de l'évolution de ce chantier de l'autoroute A9 et du déplacement de cette autoroute, vous pouvez vous rendre sur le point information Vinci Autoroute qui a été mis en place. Vous avez toutes les étapes du chantier, toutes les explications sur place. On va déjà voir un petit peu ce que vous pourrez découvrir en vous rendant sur place avec ce petit sujet. Soucieux de vous apporter une information de proximité et de qualité, Vinci Autoroute met à votre disposition un espace de 140 mètres carrés dédié au chantier du déplacement de l'A9. Inauguré en même temps que le grand chantier, l'espace déplacement de l'A9 se situe avenue de Lago à Latte, à côté du chantier du viaduc Lèze-Lironde. Et vous y serez accueillis du lundi au vendredi de 11h à 15h par un agent de liaison. On a ouvert notre espace d'information sur l'avenue de Lago et donc chacun à notre tour, on tient une permanence tous les jours. On y trouve donc toutes les infos relatives aux travaux du déplacement de l'autoroute A9. On a une tablette tactile avec les informations secteur par secteur. Donc on a le site dédié au déplacement de l'autoroute A9. À l'espace déplacement de l'A9, vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur le calendrier des travaux, le phasage des opérations par secteur géographique, le tracé, mais aussi vous aurez un aperçu sur le travail de requalification environnementale, le respect de la faune et de la flore, ou encore les chiffres clés sur les retombées économiques du secteur. Nous allons à présent parler d'emploi pour ce chantier de 25 km. On l'a dit, 780 millions d'euros, dont pas un euro d'argent public, on le répète toujours. Et puis un beau challenge réussi, puisque, je vous le disais, le cap des 1000 emplois a été franchi avant l'été. Et même, nous en sommes aujourd'hui à 1416 contrats créés pour ce chantier depuis le démarrage et 108 700 heures d'insertion pour cette même période. Alors, pour parler
emploi. Nous ont rejoint autour de cette table Sophie Rourissol, co-gérante de la société Rourissol Frères. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Nathalie Gabaudan pour Pôle emploi qui nous commentera aussi ces chiffres. Salvador Nunez, je me tourne vers vous parce que vous n'aviez aucune obligation contractuelle, on va le dire clairement, sur ce chantier, de faire une démarche particulière en faveur de l'emploi. Pourtant, et de l'emploi local en particulier. Pourquoi vous avez tenu à cette démarche insistante? Parce que de notre point de vue et du mien en particulier, c'était normal et naturel. Alors pour plusieurs raisons. Quand l'État décide d'investir près de 800 millions d'euros au travers d'un projet, bien que nous le financions, c'est une décision politique qui doit quelque part retrouver des résultats sur l'économie locale. Et parce qu'en période de crise que nous connaissons, la moindre des choses pour nous, c'était et c'est de faire des efforts en faveur de l'emploi et en faveur de l'économie locale. D'où notre attitude et nos actions avec l'État, la Directe, Pôle emploi, pour essayer de dresser une convention, ce que nous avons réussi à faire, et surtout pour traduire, on va dire, notre volonté, notre détermination dans tous les contrats passés avec les entreprises, de façon à les obliger, je dis bien obliger, à atteindre des résultats qu'on a fixés et qu'on a discuté, qu'on a négocié, pour pas que ce soit abrupt, pour que ce soit quand même réalisable. Et après, Pôle emploi gère tout ça pour nous. Et nous, comme je dis souvent, moi j'ai mon petit marteau pour taper sur les gens qui ne seraient pas dans la même dynamique que nous. Alors comment ça a été reçu par les entreprises? Comment vous avez travaillé avec elles pour leur expliquer cette démarche? Alors les entreprises, d'abord, dans le cadre des appels d'offres, on leur a demandé de remplir des fiches pour nous dire ce qu'elles nous proposaient. Après, soit ce qu'elles nous proposaient nous convenait, et puis voilà, donc on contractualise. Soit ce n'était pas le cas et on leur a expliqué gentiment qu'il fallait faire plus. Donc les entreprises ont compris, elles ont fait l'effort. Et après, au quotidien, nous en avons certaines qui jouent le jeu, qui font plus que ce qu'on leur demande. D'autres qui sont un peu plus réticentes, mais Pôle emploi et nous chargeons de veiller au grain. Vincent Godon, c'était une démarche pour vous qui vous a paru logique, qui est difficile à réaliser sur le terrain? C'est une démarche que le groupe Eiffage applique et suit depuis 2003. Donc on est assez rompu et on a l'habitude d'avoir dans nos contrats des clauses qu'on appelle nous clauses d'insertion. Sur le chantier de la Neuf, on est parfaitement en phase avec les jeux de Pôle emploi et ASF pour effectivement réaliser ce challenge, parce qu'il s'agit d'un challenge. Et donc pour l'instant ça se passe normalement bien. Voilà. Les exigences, je suppose, ne sont pas les mêmes en fonction des tailles des entreprises, évidemment. Bien sûr que non. C'est des exigences d'emploi local, hein, mais pas seulement. C'est des exigences en matière de passation de contrat d'insertion et d'heures de travail. Alors il est évident qu'en fonction de la technicité des chantiers, de la possibilité de pouvoir recruter plus ou moins de personnes sans qualification ou de ne pas pouvoir le faire parce que les qualifications requises sont très importantes, le taux d'heures qu'on peut exiger d'une entreprise en insertion n'est pas le même. Donc on a quand même veillé à ce que l'engagement de l'entreprise soit réaliste et réalisable. Alors je voudrais qu'on revienne sur ces chiffres justement qui correspondent au dernier état des comptages qui ont été effectués. On a vu tout à l'heure 1416 contrats créés pour ce chantier, 108 700 heures d'insertion aussi. Est-ce que vous pouvez, alors soit Salvador Nunez, soit Nathalie Gabaudan, nous commenter un petit peu ces chiffres? On est au-delà des espérances du départ. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui on est à plus de la moitié, on est quasiment aux 3/4 aujourd'hui des chiffres annoncés, prévus dès le démarrage du chantier, que ce soit donc sur les recrutements. Donc vous l'avez dit, 1416, on tient les recrutements un par un, hein. Ils sont comptabilisés de façon très précise. Et puis au niveau des heures d'insertion, donc ça c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, hein, sur la clause d'insertion en fonction du pourcentage que l'entreprise a à réaliser. On a à peu près 135 000 heures d'insertion à réaliser sur ce chantier. Donc là on est beaucoup plus que la moitié sur un chantier
qui est à la moitié de sa réalisation. Alors, quel est le profil de ces personnes qui sont sur ce chantier, en tout cas que vous mettez en connexion avec les entreprises et quel est le profil des contrats? Ce sont des contrats courts, des contrats de longue durée? Alors ça, c'est très variable. Nous, on se met à disposition de l'entreprise, de ses besoins. Donc effectivement, dès le démarrage, on a vu avec les entreprises sur tout le chantier quels sont et quels vont être les besoins en matière de main-d'œuvre. Effectivement, au départ, nous avons eu beaucoup de manœuvres travaux publics, que nous avons ensuite fait monter en qualification, puisque l'intérêt quand même de ce chantier, c'est que c'est quand même sur une durée assez conséquente. Et l'intérêt pour nous, c'était de qualifier et de former le personnel qui intervient sur le chantier sur les heures d'insertion, pour qu'à la fin du chantier, ils puissent être réellement insérés sur le marché du travail. Il y a eu un réel effort qui a été fait envers les demandeurs d'emploi de longue durée, je crois. Tout à fait. On est à plus de 50%, on est à 56% en fait aujourd'hui des recrutements, donc des 1416, donc sur des demandeurs d'emploi de longue durée. Il y a un effort qui a été fait sur les jeunes aussi sans qualification, donc là on est vraiment sur de la qualification et de la formation. Et donc les contrats dépendent en fait de ça, donc ça peut être du contrat intérim classique en fonction du besoin du chantier, mais on est aujourd'hui sur le volet insertion, sur des contrats très longs avec des parcours effectivement qui peuvent aller jusqu'à 18 mois en comptant les périodes de travail, les périodes de formation et de qualification. Alors comment est-ce que vous avez travaillé pour répondre à l'ambition importante de ce chantier de Salvador Núñez? Vous avez mis en place une cellule emploi? Tout à fait. Donc dès le démarrage, l'objectif à atteindre était quand même assez conséquent. Donc on a mis en place une équipe dédiée chez nous à Pôle emploi déjà à destination donc des entreprises, pour qu'elles puissent nous contacter de façon très rapide et très facilement. Et puis on a mis en place une cellule emploi effectivement avec différents partenaires de l'emploi où nous recevons les candidats. Donc ils se positionnent sur le chantier et nous analysons effectivement les profils et les demandes des entreprises et des candidats. Qu'est-ce qui a permis, d'après vous aujourd'hui, cette réussite inespérée, parce qu'au-delà des espérances en termes d'emploi? Salvador Núñez. C'est d'abord la volonté, je pense, effectivement, d'un homme, d'une entreprise. C'est les moyens aussi que l'on a mis en place. Je disais une équipe dédiée, je pense que c'est ça. Être à l'écoute des entreprises aussi, en fonction des besoins. Donc je pense que c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui... Oui, c'est un peu comme dans tous les projets, si vous voulez. Quand on décide d'être ensemble et d'être vraiment ensemble, c'est-à-dire sans chipoter ni tourner autour du pot, et qu'on a la détermination et l'envie, en général, même si ce que je dis peut paraître simpliste, on y arrive, on a des résultats, et c'est le cas, et il n'y a pas de raison que ça change, et jusqu'au bout, on sera comme ça. Alors Sophie Rourisol, vous êtes co-gérante de la société Rourisol Frères. C'est une société de taille PME moyenne, locale. Une PME. Vous travaillez sur ce chantier. Vous allez peut-être nous expliquer sur quelle partie du chantier vous travaillez. Et puis vous avez dû recruter aussi pour ce chantier. Comment ça s'est passé? Donc nous travaillons sur les deux bâtiments de gare de péage, l'une qui est à Saint-Jean-de-Védas, l'autre qui est à Baillargues. On a dû recruter pas mal de personnes, à peu près 9 personnes sur l'ensemble de ces deux chantiers. Cela va de la personne chargée de la sécurité sur site, au chauffeur poids lourd, au personnel d'insertion, justement par rapport aux clauses. Aujourd'hui, le personnel d'insertion, nous sommes obligés de le former. Donc la personne qu'on verra tout à l'heure dans le reportage, on va voir un petit sujet. Ouais. Justement, a fait des formations d'élingage, de travail en hauteur, qu'il n'avait pas pour pouvoir travailler sur ces sites où la sécurité est importante. Donc voilà. D'accord, alors justement, nous sommes allés à la rencontre de l'une de vos recrues. Il s'agit d'Andy Roche. On va voir un petit sujet et après on en reparle. Face à la gare de péage de Montpellier 2, en pleine transformation, un bâtiment de surveillance et d'exploitation est en cours de construction. Andy Roche, 23 ans, en contrat d'insertion depuis 4 mois, participe activement à ce chantier. Je venais de La Réunion et comme à La Réunion c'est un peu difficile pour trouver du boulot, après j'ai suivi un organisme pour venir ici pour trouver du boulot. C'est au biais de la mission locale qui m'a décoté ce poste en insertion, avec le Pôle emploi et tout. Ah, ça se passe bien, c'est mon premier boulot on va dire.
et j'apprends beaucoup de choses. Ouais. Je suis coiffeur brancheur à la base, mais là comme il reste un peu de finition et j'aide un peu mes collègues, je fais ce boulot-là pour être plus tard chef d'équipe ou après chef de chantier et monter de grade, quoi. Et il y a des possibilités d'évoluer. C'est un beau travail, quoi. On est en train toujours de créer des nouveaux trucs tous les jours, on va dire. Il a l'air très heureux, ce monsieur, de travailler sur ce chantier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quel type de contrat vous avez proposé à ces personnes aujourd'hui? Donc c'est un personnel en insertion qui vient d'une agence intérimaire. Il souhaite continuer dans le bâtiment parce que ça lui plaît et qu'il a envie. Il a fait des formations de grue avant d'attaquer le chantier de la Neuf, ce qui a fait que sur le chantier lui-même, il a pu développer son expérience avec notre grutier. Les formations, justement, comment ça se passe? C'est des formations qui sont gérées en interne, qui sont gérées par Pôle emploi. Peut-être, alors vous, comment ça s'est passé en l'occurrence? Elles sont faites chez nous par des formateurs agréés, justement, pour faciliter sur ces chantiers à forte exigence le poste de travail. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre du personnel qui n'est pas formé aux règles de sécurité. Donc ce monsieur a été formé à l'élingage, au travail en hauteur, voilà, à tout type de formation. D'accord. Vincent Gaudon, vous êtes, donc je le disais, directeur de projet pour la société Eiffage. Vous aussi, vous avez dû recruter pas mal de personnel. Ces personnels, vous les avez formés au sein même de l'entreprise? Alors, ça dépend des catégories de personnel. On a la capacité, nous, à former et donner, à attribuer aux salariés un CACES, ce qu'on appelle un CACES, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Et en général, ces gens-là commencent en intérim, ils évoluent en contrat durée de chantier et on a une pérennité dans l'emploi avec eux puisque certains restent avec nous et continuent après à évoluer sur d'autres chantiers de grands projets. Après, il y a d'autres types de personnel, administratifs, etc. Oui, on va s'arrêter justement sur un instant sur le portrait d'un autre des employés donc, de ce chantier. C'est Damien Lamouré. Damien Lamouré, il travaille donc chez vous. Il est conducteur d'engins de chantier. Nous sommes allés à sa rencontre. Sur la zone de chantier à l'ouest de Montpellier, comme tous les matins, Damien Lamouré, 21 ans, conducteur d'engin dans le cadre d'un contrat d'insertion, retrouve son outil de travail, le compacteur. Ça consiste à mettre des couches, on a une certaine hauteur à monter, donc du coup on va y mettre de la matière. Moi par derrière je vais y compacter histoire que ça soit bien uniforme et bien dur pour que les véhicules puissent après par la suite remonter dessus et ainsi de suite quoi, jusqu'à ce soir. On va les monter les couches. Alors tout a commencé, c'est ça, par une petite mission qui devait durer juste un mois au préalable à la base. Et donc petit à petit ils ont eu besoin de moi, donc ça a continué. Après, je voyais au fur et à mesure l'évolution du chantier. Là, il y a eu du boulot. Hein. Donc voilà, moi j'ai commencé il y a 6 mois en tant que garde-barrière ici. J'étais à la place de mon collègue là, qui est là, quelle petite cabane là. Et voilà, il y a 6 mois, j'étais positionné ici, donc il n'y avait rien. Et je ne travaillais pas encore dans la machine, je ne savais pas du tout que j'allais travailler là-dedans. Couvreur zingueur et tailleur de pierre de formation, Damien est venu des Charentes-Maritimes pour être embauché sur le chantier du déplacement de la Neuf. D'abord en intérim comme garde issue, manœuvre, puis après 600 heures de présence, il a pu passer un CACES, certificat d'aptitude à la conduite sécurisée pour piloter ce compacteur. Ensuite, il pourra postuler pour conduire un bulle, une pelle et le top, une niveleuse. Une pratique à un niveau professionnel qui lui ouvre la voie pour travailler sur de nombreux chantiers. Au fur et à mesure, j'ai monté, j'ai voulu voir et après, ce qui a été vraiment le plus important, c'est mes chefs qui m'ont donné ma chance de pouvoir me lancer. Et une fois qu'ils m'ont donné ma chance, là, ça a été une aubaine formidable. Franchement, je parle sincèrement et c'est vraiment quelque chose que... C'est un très très beau métier.
Allez, là aussi, on a quelqu'un qui a l'air d'être heureux d'être sur ce chantier. Quelles sont, Nathalie Gavaudan, les difficultés parfois d'adéquation entre la demande, le besoin des entreprises en personnel pour ce chantier et les demandeurs d'emploi et leur qualification, celles dont vous disposez? Alors dès le démarrage, on savait qu'on allait avoir effectivement une difficulté qui est que dans la région, c'est quand même le premier grand chantier de travaux publics que nous accueillons. Donc le personnel en insertion ou pas d'ailleurs, hein, le recrutement classique sur la région était plutôt dans le bâtiment et les travaux publics, mais les travaux publics qui n'ont rien à voir avec ce chantier-là. Donc on a dû adapter les compétences des personnels à ce type de chantier. Donc nous avons mis en place en amont dès le démarrage du chantier, Monsieur Godon parlait des CACES, effectivement, donc des types de CACES qui correspondent aux demandes des entreprises. Donc nous avons fait une étude avec les entreprises pour savoir de quoi elles allaient avoir besoin. Sur d'autres types de profils également, que ce soit les ouvriers, VRD, il fallait adapter quand même les compétences des gens locaux sur les besoins des entreprises. Donc nous avons mis en place des actions de formation, donc en externe avec des organismes de formation ou en interne, le plus souvent avec des financements des agences d'intérim pour adapter le personnel donc sur le chantier. Donc il y a eu un gros travail d'adaptation de compétences. Du coup, vous recevez aussi du personnel qui a un début de formation et vous complétez cette formation en interne. Tout à fait. Il y a des difficultés parfois. Quelles sont les difficultés du personnel que vous formez et qui peut-être en cours de formation, vous rendez compte qu'il n'est pas adapté à la fonction, au poste? Alors, je suppose que ça doit aussi arriver. Non, ils sont adaptés au poste et de toute façon on les forme pour qu'ils soient et pour qu'ils s'adaptent. Je dirais la problématique, c'est une problématique entre guillemets régionale à laquelle on est un peu confronté, c'est le turnover qu'on a. Qui est lié à la saison, je dirais entre guillemets touristique. Alors c'est des gens auxquels on remet le pied à l'étrier, on leur redonne confiance en eux, on les réhabilite et on essaie de les fidéliser et de les fiabiliser parce que finalement c'est le but de la démarche, quoi. Qu'ils trouvent un boulot et que ce soit pérenne derrière. Voilà. Alors justement, pour conclure quand même, ce chantier s'achève en 2017. On a vu, il y a eu 1400, pour l'instant on en est à 1400 et quelques contrats. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces contrats qui vont être dans les entreprises pérennisées, qui vont se transformer en CDI, ou bien est-ce que l'objectif est ailleurs, c'est-à-dire d'avoir ramené vers l'emploi finalement des gens qui en étaient peut-être très détachés? Salvador Núñez. Il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire que nous, d'abord, c'est donner de l'emploi autant que faire se peut, et si possible, et de préférence en local, pendant la durée du chantier. C'est de ramener, on va dire, à l'emploi les gens qui, pour des raisons diverses et variées, s'en étaient éloignés. Et c'est probablement et surtout pour nous de faire en sorte qu'après ce chantier, il y ait des tas de gens, ou le maximum de gens possible, qui puissent retrouver l'emploi de manière durable. Et alors ça, moi, le quantifier, j'en suis incapable. D'ailleurs, on n'a jamais rien voulu quantifier. Ce qu'on veut, c'est en faire le maximum pour nous dire qu'à la fin, on aura fait tous nos efforts et que ce chantier aura aussi servi à ça. Merci beaucoup, merci Salvador Núñez, merci à tous de votre participation, merci aux équipes techniques ici sur la foire exposition. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les informations sur le chantier du déplacement de la Neuve sur le site de TV Sud, mais aussi celui de Vinci Autoroute, et puis ici sur place au point d'information de Vinci Autoroute. Merci, au revoir.